décoration. Je sais que c'est vraiment un détail et que techniquement, ça fait pas du tout partie de l'œuvre, mais On a envie de se le faire expliquer. c'est une expérience, c'est un parcours qui nous fait On vivre. voit un mélange dans des matériaux très, très nobles. Parce que j'ai vraiment vécu quelque chose. Vous écoutez À l'Est de vos empires. Salut les esthètes! Cette semaine, à l'Est de vos empires, on reçoit Frédérique Renaud, une historienne de l'art comme nous, pour développer un nouveau thème de table ronde. Cette fois-ci, on s'intéresse à la photographie, mais surtout à un texte classique, un monument de l'histoire de l'art, ou plutôt un monument des grands penseurs du 20e siècle, Roland Barthes, et son texte « La chambre claire ». Donc, Frédérique va nous le présenter et ensuite, on discute ensemble pendant longtemps de la photographie, de notre rapport à la photographie et de tous les changements, en fait, qui ont eu lieu au fil des années et au fil du temps par rapport à ce médium-là. Donc, on vous laisse sur cette table ronde-là. Pour notre épisode spécial photographie aujourd'hui, on tient une autre table ronde avec une invitée qui nous vient de Montréal cette semaine, notre amie Frédérique Renaud. Donc, Frédérique, elle fait son mémoire en histoire de l'art actuellement qui porte sur le tableau vivant et la photographie au 19e siècle. Et donc, on a invité Frédérique à nous proposer un texte à lire cette semaine autour duquel on pourrait discuter. Donc, le texte qu'on a eu à lire, c'est un texte fondateur dans l'histoire de la théorie de la photographie et c'est un texte de Roland Barthes, La chambre claire. Donc, on a eu le plaisir de lire ces bons mots cette semaine, puis on va pouvoir en parler ensemble. Mais avant tout, salut Frédérique, tu vas bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, très bien. Tu as préparé une petite présentation pour nous du texte avant qu'on se plonge dans la discussion. Est-ce que tu voulais nous le présenter? Oui, c'est ça. En fait, j'ai essayé parce que là, moi, je vous avais envoyé un extrait du texte, donc, parce que c'est un texte qui est assez long, là, qui fait à peu près 200 pages. Puis j'ai vraiment choisi un extrait à travers ça. Donc, je trouvais ça important pour bien se situer aussi pour un auditeur qui n'aurait jamais entendu parler de ce texte-là, qui est assez connu, mais c'est assez connu dans le champ de la photographie. Donc, faut quand même, c'est quand même assez pointu. Donc, sur un peu qu'est-ce que Barthes a introduit dans ce texte-là, puis c'est quoi qui est Barthes, un peu aussi de manière générale, qui nous apparaît assez connu, mais qui peut être plus obscur pour certains. Donc, c'est un texte que moi, je trouve très, très beau. C'est une lecture qui est super agréable, contrairement à des fois des textes théoriques qui sont très lourds. Je trouve qu'au contraire, il y a vraiment une prose facile, accessible et tout ça dans ce texte-là, même si, bon, il y a quand même des théories un peu plus lourdes qui sont abordées. Puis, ce qui a retenu beaucoup mon attention dans ce texte-là, à la base, c'est vraiment l'approche super intuitive qui possède du sujet. Qui s'est accroché à mes propres questionnements là, en tant que chercheuse, donc par rapport à l'image, puis un rapport un peu contemplatif là, à la photographie que je trouve assez fascinant. Donc, Roland Barthes, c'est un essayiste français. Donc, j'ai choisi le terme essayiste parce que c'est vraiment, il fait partie de cette génération de penseurs-là qui écrivait un peu sur tous les sujets. Ses écrits ont touché aux sciences sociales, littérature, histoire de l'art, sociaux, philo, linguistique. Donc, il a vraiment écrit sur toutes sortes de choses. Puis, c'est ça, il fait partie de ces auteurs-là qui sont un peu des incontournables dans plusieurs domaines. Il est aussi associé au courant du structuralisme, donc qui est un courant théorique en sciences humaines sur lequel je ne m'attendrai pas beaucoup parce que j'ai l'impression, premièrement, je ne suis pas spécialiste du tout du structuralisme, mais aussi j'ai l'impression que c'est un terme qui a vraiment sa propre définition dans plusieurs domaines, notamment en anthropologie ou en linguistique, mais grosso modo, c'est un terme qui veut analyser les objets d'étude comme un système de relations. Donc, que tout dépend, tout est imbriqué, tout ça. Vous me corrigerez si jamais vous avez une autre définition de structuralisme. Donc, c'est un auteur aussi de plusieurs ouvrages là, assez connus, notamment La mort de l'auteur, Mythologie, Degré zéro de l'écriture et La chambre claire que je vous ai proposé de lire cette semaine.
Donc, c'est un texte qui est paru en 1980, puis si je me trompe pas, c'est le dernier texte aussi qui a paru de son vivant. Dans ce texte-là, il propose une approche vraiment phénoménologique de la photographie. Donc, un autre beau gros terme, je ne sais pas si vous voyez à quel point je fais du name dropping, mais en gros, la phénoménologie, c'est un terme un peu compliqué pour simplement parler de l'étude par l'expérience, donc du vécu, de la perception. Donc, comme je disais, c'est un texte qui est vraiment, qui m'apparaît comme une démarche super intuitive. Il se questionne par rapport au médium photographique, puis on sent vraiment tout le fil de sa réflexion à travers les pages de cet ouvrage-là, donc c'est vraiment super subjectif. Puis c'est dans ce texte-là aussi qui définit quatre, j'avais écrit 3, mais je pense qu'au final c'est plutôt 4 assez gros concepts qui ont été beaucoup repris par l'histoire de la photographie. Notamment le fameux ça a été, donc une espèce de contrat avec la réalité qu'établit l'image photographique, donc qui nous dit que ce que l'on voit dans une image a forcément été présenté devant l'objectif de la caméra pour être photographié. Donc ce qui a été devant a été là, c'est une espèce d'attestation de réel. Et un autre duo de termes assez important là, qui reprend, c'est la question du studium. Donc, qui serait l'intérêt général d'une image, que ce soit pour son sujet, son esthétique. Donc, vraiment, de manière générale, est-ce qu'une image est intéressante, qui va en pair un peu avec le concept du punctum, qui est en latin, là, donc excusez mon latin, je ne le pratique pas souvent, mais le punctum, lui, représente plutôt le goût personnel, dans la fascination subjective qu'on peut avoir d'une image. Donc, le studium représenterait par exemple une image qu'on trouverait esthétiquement belle sans s'attacher vraiment d'intérêt particulier à cette image-là en comparaison au punctum qui serait une image qui nous fascinerait. Donc, quelque chose qui serait vraiment, qui accroche le regard, qui accroche le souvenir. Donc, quelque chose qui est vraiment plus propre à chacun. Et le dernier concept aussi qui a été beaucoup repris, c'est la question en fait du référent photographique, donc qui est le sujet de l'image, mais aussi selon la façon dont moi je le comprends, il y a vraiment une conception temporelle dans cette question-là du référent chez Barthes, donc qui inclut l'espèce de gap temporel qui sépare la prise de l'image de celui qui la regarde. Donc, il constate vraiment cette espèce de moment-là qui existe entre l'image et le moment où elle a été prise. Donc, dans le passage que j'ai sélectionné, je trouve que ça explicite bien tout le chemin que Barthes attribue à une image, donc tout le chemin qu'une image photographique parcourt, en fait, selon sa définition. C'est un texte aussi qui porte beaucoup sur la question du deuil. Donc, il y a vraiment le rapport de la photographie avec la mort, la nostalgie. Justement, l'extrait que je vous ai fait lire porte sur une photographie de sa mère, donc qui est en train de regarder une pile de photos qu'il a retrouvées suite à la mort de sa mère, et il essaie de retrouver en fait l'essence de sa mère à travers ces images-là. Puis, donc, c'est ça, il parcourt des photographies, puis finalement, il finit par retrouver sa mère, pas dans une image sous la forme de laquelle il l'a connue, mais dans une photo de sa mère enfant, donc dans laquelle il reconnaît ses traits. C'est un peu étrange parce qu'au final, c'est vraiment pas par un jeu de reconnaissance qui retrace sa mère, mais plutôt en remontant le temps, comme il dit, là, en se projetant dans le passé, en ressassant des souvenirs, etc. Donc, ça fait un peu le tour de la petite présentation là, que j'avais de ce texte-là à la base. J'ai essayé de relever des éléments qui me semblaient assez pertinents pour un peu comprendre la démarche que lui aussi fait d'une image photographique. C'est intéressant aussi parce que en préparation en fait de cette table ronde-là, je lisais un peu sur des textes critiques en fait qui ont été écrits sur Barthes. Puis je suis tombée sur un texte d'une chercheuse, je pense que c'est à l'Université Laval, Sophie Letourneau, qui qualifiait la chambre claire de roman policier. Donc, pour elle, la chambre claire, c'était vraiment une espèce d'enquête. Barthes reprenait des codes propres aux romans policiers
pour résoudre une énigme, une espèce de thriller, comme elle dit. Donc, je trouvais que c'était quand même, c'était un point de vue assez intéressant aussi, une espèce d'enquête autour de l'image, une espèce d'enquête autour de sa propre questionnement par rapport à la mémoire, à la photo et tout ça. Donc, je voulais aussi vous le partager parce que c'était une belle découverte pour moi. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer par faire un petit tour de table, voir ce que vous en avez pensé. Je ne sais pas si c'est un texte que vous aviez déjà lu dans le passé ou si c'était vraiment nouveau pour vous aussi, cette lecture-là. Donc, je vous laisse la parole. Ben moi, premièrement, je tiens à dire que je suis extrêmement intriguée par ce texte de Sophie Letourneau qui Barthes comme si c'était un roman policier. Je trouve que c'est du génie, puis c'est une personne et une auteure que j'apprécie beaucoup, donc je vais définitivement aller voir ça après. Mais ouais, sinon, La chambre claire, c'est un texte avec lequel j'étais quand même assez familière. Premièrement parce que à l'Université Laval, dans le département d'histoire de l'art, Maxime Coulombe, qui est le professeur en art contemporain, il s'intéresse beaucoup à ce texte-là. Il le présente dans ses cours. Il y a notamment un cours que j'ai fait au bac qui s'appelait Photographie et post-photographie et qui, du coup, c'est un cours qui m'a tellement marqué que j'ai fini par me spécialiser plus dans le médium photographique dans le cadre de mon mémoire en histoire de l'art. Donc oui, c'est un texte qui m'habite depuis quelques années et qui est tellement fondamental dans la réflexion qu'on peut avoir sur le médium, qui est devenu même... C'est l'approche de Barthes, la définition ontologique de la photographie que propose Barthes, ça habite toute la théorie sur le médium qui existe depuis. Je pense que c'est peut-être un gros statement que je fais là, mais on dirait que presque tous les auteurs qui parlent de photographie vont être soit en accord ou en réaction à ce que Barthes aura dit sur la photographie. Donc, je trouve que c'est extrêmement pertinent de pouvoir en discuter avec vous. Puis, je suis très contente. Surtout, c'est impressionnant qu'il soit que ce soit autant un texte fondateur, alors qu'au final, Barthes n'est pas un historien d'art. Tu sais, il y a quelque chose aussi un peu de pertinent. Peut-être que c'est le regard extérieur qui fait que, justement, il avait l'œil. Ouais. Je dirais même que dans mon intérêt pour la photographie, oui, il y a la chambre claire qui est fondamentale, mais aussi la question de la mythologie, qui finalement, je vais peut-être en reparler tout à l'heure quand on parle de la photographie vernaculaire d'aujourd'hui, qui est partagée sur les réseaux sociaux, mais je pense que le concept de mythologie de Barthes peut vraiment nous aider à parler même du studium photographique. Pour ma part, écoutez, honnêtement, je suis une grande fan de Barthes. Qu'est-ce qu'il écrit bien? Qu'est-ce que ses propos sont intelligents, sensibles, touchants? Et ironiquement, je travaille beaucoup avec cet auteur-là pour ses textes, notamment La mort de l'auteur. Je travaille avec mythologie. J'ai aussi travaillé sur un texte qui n'a pas été publié de son vivant, qui est un texte de film, en fait, sur le sport au Canada. Et donc, j'ai vraiment utilisé plusieurs textes de notre ami Roland, sauf La chambre claire. Donc, c'est un texte comme Michel que j'ai vu à l'école, que j'ai étudié il y a de nombreuses années. Et j'avais oublié à quel point c'est un texte qui est touchant. Donc, en refaisant la lecture pour cette table ronde-là, ça m'a tellement émue de lire ça. Il y a quelque chose de poétique. Comme on le mentionne, c'est un roman plus qu'un essai, ce texte-là. Puis, j'avais envie peut-être de conclure toute mon émotion par rapport à Barthes sur une de ses citations. Il dit « Ainsi, la vie de quelqu'un dont l'existence a précédé d'un peu la nôtre tient enclose dans sa particularité l'attention même de l'histoire, son partage. L'histoire est hystérique. Elle ne se constitue que si on la regarde, et pour la regarder, il faut en être exclu. » Et j'aime tellement cette phrase-là sur cette notion, finalement, de l'idée que l'histoire, comme on l'entend, on n'en fait pas partie. On ne peut jamais être objectif quant à notre propre historicité, puisqu'on est dedans. Donc, vraiment poétique, vraiment bien écrit.
Quel homme intéressant! Et tu trouves pas que c'est un constat difficile pour des historiennes de l'art, mais qui s'intéressent à l'art actuel, comme nous? Tout à fait, mais c'est la beauté de notre médium, j'ai l'impression, de notre temporalité, en fait, c'est que on se place un peu comme des tireurs dans le noir, excusez-moi l'anglicisme, mais on réfléchit notre époque sans trop savoir parce qu'on en fait partie, puis tout ce qu'on fait, c'est être des témoins, finalement, qui sont spécifiques à une époque. On fait partie de ce mouvement-là et il nous écrit aussi. Super, ben merci beaucoup pour votre avis sur ce texte pour commencer. Donc, j'ai préparé des petites questions qui se rattachent un peu à cette lecture-là, cet extrait-là aussi, là, par rapport à la photographie comme objet de mémoire, comme parcours aussi, un peu, j'ai l'impression que Barthes définit dans notre lecture qu'on a faite, sur lesquelles je peux commencer, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter, d'autres commentaires plus généraux sur le texte. Non, vas-y. Super. Donc, dans un premier temps, j'ai l'impression que l'attachement que Barthes accorde à la photographie de sa mère, mais à la photographie en général aussi, est aussi lié à l'objet physique. Donc, la photographie comme impression, comme objet précieux, comme objet conservé. Puis Barthes aussi l'énonce dans son texte dans La Chambre claire, en fait, que la photographie, il la considère comme un objet périssable, une espèce d'organisme vivant qui est mortel, en fait, qui peut être affecté par la lumière, l'humidité, qui est aussi voué à disparaître. Donc, j'ai l'impression qu'avec la photographie numérique, que Barthes ne pouvait pas du tout envisager non plus de son vivant, mais on n'a plus ce même rapport-là à l'image physique, puisque c'est plus nécessairement pratique courante de faire imprimer des photos, de constituer des albums. Donc, à votre avis, est-ce que cette immatérialité, en fait, et peut-être plus grande pérennité, justement parce qu'elle n'est pas physique, de la photographie numérique affecte sa charge émotive, en fait, ou son pouvoir d'évocation, ou en fait, toutes sortes de choses que Barthes traite dans son texte. Donc, peut-être, Michel, pour commencer, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, je pense que, voilà, je commencerai peut-être par une petite anecdote personnelle, juste pour bien Jeanne et Sèvres. L'autre jour, je regardais dans ma bibliothèque, puis j'ai trouvé une photo qui m'a tellement fait plaisir de trouver que je l'ai mis sur mon bureau. Puis là, je viens juste d'aller la chercher. C'est une photo de Sèvres avec une serviette sur la tête. Donc, c'est bien blonde. Mais oui, je suis tout à fait, comment dire, OK, j'aurais deux choses à dire. Premièrement, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une sorte d'aura de l'objet lorsque la photographie est imprimée, que c'est comme un objet précieux qu'on peut tenir dans nos mains. Le rapport à l'image est définitivement différent. Il y a aussi une dimension de rareté, dans le sens où c'est un objet unique que s'il est démoli dans un incendie, on le perd à jamais. Alors que l'impression qu'on a avec les photographies qui sont en ligne, par exemple, ou qui sont dans le cloud, c'est qu'on ne peut jamais les perdre. On se fait dire que, par exemple, les photos qu'on publie sur Internet vont être là pour toujours. Donc, voilà, je pense qu'il y a définitivement une sorte de perte de l'aura de la photographie dans ce sens-là, où on la sent invincible, même si techniquement, elle ne l'est pas du tout. Mais je rajouterais quand même que cette idée-là de l'immatérialité de la photographie depuis le tournant numérique est quand même erronée dans un certain sens. Premièrement, on a l'impression que le web est immatériel alors qu'il ne l'est vraiment pas. Il y a des serveurs quelque part, il y a une présence physique de la chose qui existe. Mais il y a aussi l'interface elle, est matérielle, dans le sens où une photographie, une image qui est immatérielle pour vrai, ça serait juste une image mentale qu'on voit dans notre tête, mais qu'on ne peut pas consulter. Alors, à partir du moment où on regarde une image sur un ordinateur, sur un téléphone, sur un écran en tant que tel, il y a quand même un rapport
physique et matériel à l'image qui existe. C'est juste que celui-ci a profondément changé. Notre manière de consulter l'image a profondément changé. Peut-être qu'une image matérielle qu'on n'a pas vue depuis des années puis qu'on trouve par hasard dans sa bibliothèque, par exemple, on va la regarder beaucoup plus longtemps qu'une image qu'on a très mécaniquement fait défiler parmi des milliers d'images sur Instagram. Je pense qu'on va peut-être parler un peu plus de ça dans la deuxième question. Mais ouais, je vous dirais que c'est ça mes premières impressions. Toi, Sylvia? Je suis assez d'accord avec toi, Michel, sur les points que tu abordes dans... Excusez-moi, j'avais un problème de caméra. Je suis assez d'accord avec toi, Michel, sur les points que tu abordes, surtout sur le rapport à l'image. J'ai l'impression qu'en tant que société, avec les nouvelles technologies qui sont arrivées très, très rapidement, notre rapport à l'image a énormément changé. C'est-à-dire que maintenant, on dirait que prendre une photo, il y a aussi une action de choix et de sélection qui n'existait pas avant. Donc, prendre une photo, le processus est complètement différent. Maintenant, on va mettre beaucoup plus de temps à choisir la bonne sur les 50 qu'on a pris plutôt que de prendre une seule bonne photo. Ceci dit, je remarque que notre intérêt pour les images et surtout les méthodes qu'on prend pour les faire vont quand même aller chercher cette notion-là de rareté, dans la mesure où, comme la photo de moi que tu montres, Michel, cette photo-là, elle a été prise avec un appareil photo jetable. Et la raison de cette action-là, c'est purement esthétique, en fait, et c'est un choix qu'on fait parce que ça ne sert plus à rien aujourd'hui, un appareil photo jetable, sinon que de créer des souvenirs qui sont imprimés et qui ont une valeur différente pour nous parce qu'on n'a pas pris, on n'a pas pu choisir les images qui y apparaissent. Donc, je trouve que maintenant, c'est comme si on se forçait ou on prenait des détours pour arriver à cette ancienne méthode photographique. Donc, la charge émotive peut être là, mais il faut comme la créer nous-mêmes. C'est un effort supplémentaire. Exemple, on va imprimer une photo, on va la faire encadrer, on va la sélectionner. Donc, cette charge émotive-là est différente. Au même titre que maintenant, on est bombardé par les images. Alors qu'à une certaine époque, il y avait une rareté, maintenant, la photo, il y en a partout. Si vous n'avez pas consommé 100 images dans une journée, je ne sais pas ce que vous avez fait. Donc, cette image, on dirait qu'on est comme habitué à cette image-là, mais que la rareté va nous faire, au contraire, un plaisir beaucoup plus grand et on va chercher à la provoquer. Voilà, je sais que je m'éloigne du sujet et que je touche d'autres questions. Vous répondez très bien à mes questions. Il y avait un point que je voulais amener aussi par rapport à cette première question. Cette première question-là, en fait, c'est la question que Barthes soulève dans son texte, qui n'était pas dans l'extrait à lire, mais que la photographie, en fait, remplacerait un peu le monument comme objet de mémoire. Donc, pour Barthes, la photographie, elle incarne vraiment une espèce de choc de société, de choc qu'on change complètement notre façon dont on se perçoit, mais de la façon dont on perçoit les autres. Puis autant, moi, je voyais ça du côté où est-ce que justement, si c'est l'objet qui est friable, l'objet qui est périssable, c'est complètement fou que ça devienne notre nouveau monument, en fait, parce que c'est complètement éphémère, c'est complètement volatile, si on veut, mais en même temps, quand on le prend dans l'optique que tu parlais, Michel, de l'objet, en fait, elle n'est plus friable, elle est au contraire, on ne peut plus s'en débarrasser. Donc, une fois qu'on l'a mis sur Internet, elle existe pour toujours, on a l'impression. En fait, la question du monument prend un tout autre sens parce que c'est quelque chose de complètement, qui va complètement rester là en tout temps, qui ne peut pas disparaître. Fait que là, ça revient, en fait, au monument comme étant quelque chose de très stable, quelque chose de très sur le long terme aussi. Donc, je trouve que c'est assez intéressant, cette idée-là de nouvelles interfaces sur lesquelles consommer l'image, en fait, aussi qui représentent leur support matériel. Donc, je trouve que c'est assez fort là-dessus. L'idée du monument m'apparaît particulièrement intéressant à l'époque du meme, dans la mesure où aujourd'hui, tu sais, quand on pense à un monument,
On a une période historique qui est représentée généralement. C'est un symbole que tout le monde reconnaît et qui vient avec toute une historicité. Le mime a la même fonction dans la mesure où cet objet-là, cette photographie-là va être reconnue, va s'inscrire dans une période de temps, va être associée à des thématiques spécifiques. Et le mieux dans tout ça, c'est que maintenant, c'est pas seulement les artistes qui peuvent s'approprier ces contenus-là, c'est tout le monde. Tout le monde peut créer un meme. Donc, pardonnez-moi ma parenthèse mimesque. J'avais envie de faire quelque chose de dingue. Mais oui, je suis vraiment d'accord. Puis là, si on veut rattacher encore une fois la question du meme au texte de Barthes, je pense que le meme, c'est comme l'incarnation la plus pure du studium, dans le sens où si on parle du studium comme étant une sorte de codification d'un univers symbolique partagé, très collectif, qui va nous apparaître général parce qu'en fait, c'est partagé par tous. Ben, le mime, c'est vraiment exactement ça. C'est des symboles qui vont être évocateurs pour presque tout le monde. Mais la question du monument, quand tu parlais de ça, Frédéric, ça m'a fait penser. Ben, j'essayais de réfléchir à quelles photographies, selon moi, sont monumentales aujourd'hui. Puis, je réfléchissais pas forcément à des photographies d'ordre vernaculaire, mais peut-être plus aux photojournalistes quand on pense pas forcément à toutes les photos journalistiques, mais au prix annuel du World Press Photo. On dirait que ces images-là qui sont sélectionnées parmi les milliers d'images journalistiques qu'on a tous les ans, qui sont sélectionnées spécifiquement à tous les ans parce que, selon un jury d'experts, ce sont des photographies qui sont iconiques et représentatives historiquement d'un moment dans l'histoire de nos sociétés. Je pense que oui, à ce niveau-là, ces photographies-là sont monumentales. Ou même, peut-être pas juste le photojournalisme, mais des photographies comme de couverture de revues qui vont particulièrement marquer l'imaginaire pour des décennies à suivre, comme, je sais pas, quand le cul de Kim Kardashian a brisé Internet. Break the Internet, ouais. Mais c'est une image qui, oui, est monument, selon moi. Peut-être qu'on peut passer à ma seconde question, en fait, qui découle un peu de cette première réflexion-là. Donc, un autre des enjeux, en fait, qui me semble exister entre cette opposition-là, entre le numérique et la photographie argentique, c'est un peu celui de la saturation d'images, donc qui rejoint tout le questionnement qu'on a par rapport à l'Internet, le fait qu'on voit beaucoup de photos à tous les jours sur différentes plateformes aussi. Là, il y a différents types d'images, différents types de plateformes, mais ça, c'est tout un autre débat. Mais donc, j'ai l'impression que le portrait de famille, en fait, à l'ère de la photographie argentique, nécessitait une espèce de rituel. Tu sais, tout le monde, on choisissait un moment, tout le monde se rassemblait, tout le monde se mettait beau pour prendre la photo. Puis, donc, on parle d'un moment où est-ce que la photo, l'attirail photographique, en fait, était très lourd, puis nécessitait même un professionnel, en fait, pour l'opérer parce que c'était pas user-friendly. Donc, ou simplement de l'époque où les caméras et des films étaient à développer. C'est quelque chose qu'on a évoqué un peu déjà, mais où une seule image était faite, puis on ne pouvait pas la voir avant de faire développer le film. Puis, à ce moment-là, ben, j'ai l'impression que on ne savait pas si la photographie allait être réussie ou ça allait être un échec total. Donc, les technologies numériques permettent de prendre le cliché, donc à plusieurs reprises, pour s'assurer que la pose, la lumière, le cadrage, que tout soit parfait. Puis, souvent, on fait un choix parmi 55 photos complètement identiques avec un tout petit détail différent dedans. Donc, j'ai l'impression que ça ne demande pas la même implication au niveau du choix, mais comme tu disais, Sylvia, il y a quand même une espèce de retour de popularité du Polaroid, où est-ce qu'on veut justement revenir à cette première conception de l'image comme un moment un peu capté sur le vif. Mais j'ai l'impression aussi qu'on accumule, on multiplie les moments qui sont immortalisés plutôt que de faire des choix. Je pense à mes photos de voyage où est-ce que il y a plein de choses que j'aurais jamais pris en photo si j'avais eu 30 films sur une caméra jetable. Il y a vraiment un autre rapport. Donc, là, j'avais orienté ma question sur le portrait
le portrait de famille ou le portrait tout court, mais je pense que ça peut s'appliquer à toutes sortes de photographies. Mais est-ce que le portrait, en fait, est-ce que la photographie est aussi précieuse sous cette nouvelle optique qu'apporte la simplification du processus photographique? Donc, est-ce qu'on a le même rapport à ce moment-là avec les nouvelles technologies, en fait? Je trouve que tu as quand même bien souligné le fait que c'est pas l'absence de rituels aujourd'hui. Il y en a encore des rituels, sauf que ceux-ci ont simplement changé. Je pense que, je veux dire, je sais que c'est peut-être pas notre genre à tous les trois, mais il y en a des gens là, pour qui la prise de selfie est devenue un art en soi, puis il y a une sorte de spécialisation de l'autoportrait qui s'est faite dans les dernières années. Les gens, c'est comme incroyable, là, on dirait que c'est comme un savoir-faire à part entière qui s'est développé. Les gens, ils connaissent l'angle parfait, la lumière exacte, même la retouche photographique qui vient par la suite. Donc, il y a quand même un investissement qui se fait, même si finalement, c'est la démultiplication de la chose, le fait qu'il y en a tellement beaucoup que chaque image, peu importe le montant d'effort qui aurait été mis dans sa réalisation en tant que telle, ça se perd dans la masse. Puis je pense que c'est la multiplicité qui enlève au statut de la photographie plus que la manière qu'on va la prendre en tant que telle. Je sais pas, toi, Sèvres? On parle de photos de famille dans tout ça parce que j'ai l'impression que jadis, on prenait des photos à des moments spécifiques. Noël, par exemple, pour se rappeler non seulement de la famille, mais surtout d'un moment spécifique. Là, je ramène un peu l'idée du ça a été. Là. On prend en photo, oui, des individus, mais aussi un moment. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les moments sont bons pour être pris en photo et que, comme j'arrête pas de revenir à mon propre visage, je m'en excuse, comme la photo de Michel qui ne fait sens que pour elle, parce que même moi, je me souviens pas pourquoi j'avais une napkin sur la tête, eh bien, est-ce que cette photo-là a une pertinence spécifique d'un moment, peut-être pour Michel, mais pour bien les gens, ce moment-là n'aurait jamais été pris en photo autrement que parce que on peut se le permettre. Je me verrais pas faire venir une équipe de travail pour me faire prendre en photo niaiseusement. Ceci dit, ça ouvre quand même cette question-là à des nouvelles possibilités, notamment l'usage de blagues, les photographies pour se rappeler d'un moment spécifique comme un moment humiliant pour quelqu'un, un bon moment. Donc, pour moi, oui, le rapport est complètement différent. On n'est plus dans quelque chose d'extrêmement organisé, mais au contraire, la photo, pour moi, numérique donne la possibilité d'immortaliser des souvenirs qu'autrement, on aurait tout simplement perdu. Après ça, est-ce que c'est une bonne manière? Est-ce que c'est une bonne chose de tout immortaliser? Est-ce que ça fait perdre de l'importance aux autres images? Sûrement. Mais c'est des questions qui sont trop grandes pour moi. Toi, au final, moi, j'ai l'impression, ma première réaction à ça, c'était que effectivement, oui, il y a une perte de, je sais pas comment dire, d'aura, comme tu disais, Michel, à ces nouvelles images-là, mais en même temps, je réfléchissais à ça cette semaine, puis je me disais, autant j'ai des photos complètement médiocres sur mon téléphone de mes amis, ma famille, tu sais, des photos justement des moments bizarres, des espèces de prises de vue qui n'ont pas rapport, mais autant c'est dans ces photos-là que je reconnais le plus les gens que je côtoie que dans une photographie, parce que Barthes aussi parle beaucoup de la question de la pose. Tu sais, pour lui, poser, c'est un peu se fabriquer en image, donc il parle beaucoup du fait que quand il se fait prendre en photo, il a l'impression de devenir une statue, devenir un objet, en fait. Puis quand on pose, ben, je sais pas vous, mais moi, quand je me fais prendre en photo puis que je prends une pause, après ça, je vois la photo puis je suis comme, oh mon Dieu, mais ça me ressemble pas. Tu sais, c'est pas... Il y a quelque chose de super bizarre dans le fait de se constituer en photographie. Donc, tu prends la pose dans laquelle tu penses que tu es le plus avantagé, puis tu sais, vraiment, au final, c'est dans ces portraits-là un peu captés sur le vif, mais que tu te souviens aussi autant qui te réfèrent le plus aux personnes que tu connais, mais qui réfèrent le mieux aussi aux moments que tu veux immortaliser, qui sont un peu anodins au final. Il y a quelque chose de très beau dans le
le quotidien, si on veut, là, Dans l'imprévu aussi. l'imprévu, c'est ça, exact. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans de, oui, c'est plus un objet qu'on chérit autant, mais en même temps, personne se ressemble sur les photos, sur les vieux portraits de famille où tout le monde est un peu coincé, puis prend la pose qu'il pense qu'il faut qu'il prenne, tu sais. Puis moi, justement, je travaille sur un corpus plus historique, puis dans le temps où la photographie, c'était plusieurs minutes de pause, tu sais, voire, je pense, jusqu'à 20 minutes à certains moments. Puis quelle pause tu prends? Dans quelle pause tu es confortable pendant 20 minutes? Il n'y en a pas. Fait qu'il y a toute cette question-là aussi de se transformer en image. C'est pas tout à fait toi, c'est pas qui se soulève par rapport à ça, j'ai l'impression. Je trouve que c'est une belle réconciliation, en fait, que vous énoncez. Je pense qu'on a tendance à être trop facilement critique de cette nouvelle culture de la photographie-là qui était inévitable. Je veux dire, c'est une révolution incroyable que Barthes n'aurait jamais pu même s'imaginer qu'un jour, tous et chacun, en fait, la grande majorité de l'humanité a maintenant un appareil photo dans sa poche en tout temps, tout le temps. Mais ça implique aussi qu'on a tous et chacun un album photo dans notre poche en tout temps. Contrairement à des vieux albums de famille qui auparavant allaient peut-être être sortis une fois par année pour être consultés. Bien, moi, je vous dirais que ça m'arrive quand même presque une fois par mois là, de retourner voir dans mon scroll de photos puis là, de me rappeler de ces bons petits moments-là pour lesquels, pour une raison quelconque, j'avais ressenti ce réflexe-là de sortir l'appareil pour pouvoir le saisir. Donc, ouais, il y a quelque chose de beau quand même dans cette nouvelle culture de la photographie. Puis tu parles de la question de l'album. Pour revenir encore une fois à mes recherches personnelles, mais moi, le mode de consommation, en fait, original de ces images-là, qui étaient des tableaux vivants, des mises en scène, c'était dans des albums. C'était pas des photographies qui étaient considérées individuellement, ils étaient vraiment comme remis en scène dans les pages d'albums. Puis c'est super intéressant parce que, justement, tu parles d'un espèce d'album numérique qu'on aurait dans notre poche en tout temps, puis qu'au 19e siècle, c'était de cette façon-là qu'on consommait les images, mais là, c'est vraiment la même chose. L'album téléphonique, si on veut, devient notre mode de consommation des images, puis notre mode de stockage un peu de souvenirs. Donc, je trouve que le parallèle est assez intéressant aussi là-dessus. Je voulais revenir un peu au texte de Barthes sur ces questions-là. Dans tout ce texte-là, il explique qu'il ne reconnaît jamais sa mère sur les photographies qu'il a d'elle, sauf sur une. Le jardin d'hiver, bref, je n'irai pas là. Mais je voulais revenir à ce rapport-là que nous-mêmes, on a avec les photos. Souvent, moi, si je m'ennuie d'un ami ou d'une amie, la photo que j'ai envie de voir de cette personne-là, ce n'est pas celle de son album définissant. C'est un moment spécifique où la personne n'est peut-être même pas consciente. Puis là, j'aimerais évoquer Nan Goldin, qui est quand même pas si loin que ça dans les époques de Barthes, qui prenait tellement de photos, qui était tellement présente dans son milieu que les gens oubliaient constamment sa présence et il donnait des photos très, très naturelles. Des photos où on reconnaissait les gens et on a même développé le terme de caresse photographique en ce sens, où le naturel des gens paraît en photo et est même capable de transcender la notion individuelle et personnelle et peut même toucher des gens qui ne connaissent pas ces individus-là aujourd'hui. Donc, pour moi, cette surcharge-là d'images donne un accès à l'individu qu'on n'avait pas jadis. Mm-hmm. Mais je suis contente que tu mentionnes Nan Goldin parce que je suis, bien que j'aime beaucoup son travail, ses photographies à Nan Goldin, je suis très critique de l'espèce de mythologie qu'elle s'est construite elle-même. Puis quand je dis elle-même, c'est que dans les textes qu'elle écrivait dans ses livres photographiques, par exemple, c'est elle qui insistait sur ce récit-là ou cette idée-là qu'elle se faisait invisible. Tu sais, Barthes, il parle justement dans son texte du fait que la photo est invisible parce que le référent adhère, mais c'est des idées qui sont erronées dans le sens où c'est impossible de prendre en photo quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Puis Nan Goldin avait tellement insisté sur cette espèce de naturalisation-là de l'appareil photographique. Tu sais, elle disait
Elle disait même que l'appareil photographique était juste comme une continuité de son bras, comme si ça appartenait à son corps, puis que l'appareil lui-même était invisible. Mais tout ça, je pense qu'il faut le prendre avec un petit grain de sel en se disant que, en fait, plusieurs amis de la bande Annan Goldin, par exemple, c'était des drag queens. Eh bien, c'était des performeuses qui étaient sûrement très conscientes de leur performance devant l'appareil, même si cette performance-là allait traduire les apparences de l'authenticité. Je pense qu'il faut quand même jamais oublier que la photographie, c'est une image, qu'il y a une transformation du monde qui se fait par la médiation de ce geste-là de prise d'image. Barthes l'énonce aussi dans son texte que la photographie apporte toute une question par rapport à l'histoire des regards. Tu sais, c'est vraiment la façon dont on se regarde, la façon dont on regarde les autres, puis la façon aussi, on parle de cet artiste-là qui, c'est presque un peu voyeurisme, si on veut. Tu sais, je t'ai pris en photo sans que tu le saches, mais en même temps, c'est des photos qui finissent par être très belles, très naturelles, mais il y a quelque chose de très... c'est très intime. Tu sais, moi, si on me prend en photo, je préfère le savoir, même si je veux avoir l'air de ne pas le savoir. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu particulier aussi dans ce rapport-là au photographe, là, de se regarder à travers l'image, mais de regarder les autres aussi. Donc, vraiment... Et c'est drôle, cette question-là du regard. Là, j'ouvre peut-être une petite parenthèse, là, mais quelque chose qui m'habite vraiment depuis les dernières semaines où j'ai jamais de ma vie passé autant d'heures à interagir avec d'autres personnes par vidéoconférence. Je pense que la question du regard en vidéoconférence est tellement fascinante. J'aimerais que quelqu'un écrive là-dessus, mais du fait qu'on ne regarde pas dans l'objectif, presque jamais. On regarde l'interface, donc on regarde les gens. Et donc, du coup, c'est impossible de se regarder dans les yeux parce que toutes et chacune, on regarde les yeux de l'autre qui apparaissent sur notre écran plutôt que de regarder dans l'objectif. Puis il y a aussi comme quelque chose de vraiment étrange du fait de se regarder soi-même aussi dans la caméra. En tout cas, c'est des réflexions qui m'habitent, qu'en fait, ça m'est jamais arrivé de voir autant à quoi je ressemble quand je parle aux gens. Puis, parce que, disons-le, on se regarde quand même beaucoup en vidéoconférence. Tu as une image de toi dans un coin, puis tu te regardes parler, tu te regardes... moi, je suis très gestuelle, fait que je me vois faire des signes comme ça, puis je suis comme, oh mon Dieu! c'est pas du théâtre, là. On découvre un peu qui on est dans le regard des autres, en fait, de cette manière-là. Moi, je réalise que j'ai des tics, je réalise que je bouge beaucoup, puis que mes positions sont étranges aussi. Puis, j'ai pas cette réflexion-là normalement, donc c'est un regard sur soi, mais aussi comment les autres nous perçoivent. Bref, l'univers de la téléconférence, ça sera un autre sujet, j'ai l'impression. Mais en fait, cette parenthèse-là que tu as ouverte, Michel, introduit très bien ma prochaine question, qui parle plutôt de l'autobiographie. En fait, c'est ça, j'aimerais discuter que ce soit des corpus artistiques ou autres, là, d'artistes qui abordent des thématiques autobiographiques dans leur pratique, que ce soit avec la photographie ou par un autre médium. Je me questionne beaucoup par rapport au spectateur, donc c'est à la place du spectateur dans ce type de démarche-là, qui est à la fois invité dans l'intimité un peu des souvenirs de l'artiste, dans l'intimité du regard de l'artiste, mais qui à la fois le comprend pas tout à fait parce qu'il est un peu étranger. Quand je réfléchissais à cette question-là, je pensais notamment à l'artiste montréalaise Marissa Portelessé qui réinterprète vraiment de façon super personnelle l'idée du portrait de famille dans sa série Antonia's Garden, où c'est vraiment un pèlerinage qu'elle fait pour se rendre au chevet de sa grand-mère, de sa proche. Donc, elle aborde un sujet qui est un peu similaire à celui discuté dans l'extrait de Barthes. Puis à photographie, autant il y a des portraits là-dedans que des lieux, que des natures mortes. Donc, il y a vraiment toutes sortes de photographies qui s'accumulent là-dedans, qui pour elles ont une force, ont une référence à ce parcours
parcours-là qu'elle a vécu, mais pour qui, pour les spectateurs, ça peut être un peu... on peut un peu s'y perdre parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de référence dans ces images-là qui font appel à une mémoire et à une histoire super personnelle. Donc, je me demande quel type d'expérience le spectateur peut avoir de ce type de démarche, ayant pas ce rapport-là, justement, de familiarité avec ce qui est représenté. Est-ce que ça provoque quelque chose qui serait plus de nature de l'empathie ou, au contraire, il y a une espèce de petite mise à distance? Comment le spectateur peut être invité là-dedans sans non plus... il y a un petit côté un peu voyeuriste, encore une fois, je reviens à ça, mais d'être invité dans quelque chose qui est très, très personnel, justement. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ben oui, tu sais, je veux dire, là, on a mentionné rapidement Nan Goldin, si on compte elle, puis il y a aussi Larry Clark, par exemple, donc des photographies, des photographes qui, déjà dans les années 70-80, ont pour la première fois, se sont appropriés les codes de la photographie vernaculaire, de la photographie populaire, des gens réguliers qui faisaient leurs photos de famille, etc. Qui se sont appropriés ces codes de la photographie pour les intégrer à une pratique qui, elle, est artistique et donc habitée d'une sorte de réflexion conceptuelle sur ce que peut évoquer ce type d'image-là. Je pense qu'il y a quand même une reconnaissance dans une pratique comme celle-là de le potentiel si on parle du studium, par exemple, ou même du punctum, selon Barthes, qui a comme une sorte d'expérience partagée. Le fait d'être humain, ça fait en sorte que même si on ne connaît pas personnellement ou de manière assez intime les personnes qui sont prises en photo, dans le cas d'une photographie, d'une pratique autobiographique, par exemple, eh bien, on a quand même l'occasion de faire des projections de nos propres expériences dans ce qu'on voit dans la photographie. Puis, mais c'est sûr qu'il y a une part de voyeurisme dans le sens où, si on pense à la photographie de Nan Goldin et Larry Clark, par exemple, malgré le fait que à tous les deux, leur pratique a été imbriquée de photographies très, très banales dans leur sujet. Celles qui ont habité l'imaginaire des historiens de l'art, celles qui ont marqué les collections dans les musées, etc., ce sont surtout celles qui sont imprégnées d'une sorte de violence ou d'une dimension tragique à certains égards. Donc oui, je pense qu'il y a du voyeurisme quand on va éprouver une certaine fascination pour une expérience qui est autre, que nous, on n'aurait jamais forcément vécu, mais qui va éveiller une sorte de curiosité entre nous. Donc, je pense qu'il y a comme ces deux dynamiques-là qui se jouent dans la réception du public pour des photographies qui sont d'ordre plus autobiographique. Soit qu'on va, on va se voir dans les images, ça fait qu'il y a peut-être une sorte d'intersubjectivité qui s'active, ou sinon, on va d'un autre côté, pouvoir éprouver une sorte de curiosité, parfois un peu malsaine, certainement voyeuriste, pour une expérience qui ne nous appartient pas et qui est vraiment loin de notre propre vécu. Je ne sais pas, toi, Sylvia, comment tu le vois? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi, je m'étais pris des petites notes, puis de prime abord, je voulais mentionner que le personnel est souvent beaucoup plus universel qu'on aime le croire. Dans la mesure où l'humain est comme ça, il veut s'identifier dans ce qu'il va voir. Puis, un bon exemple, là, je pense à une expo que j'ai adorée, qui, à ce jour, est une de mes expositions préférées. Il s'agit de l'Air du temps, une expo d'Héloïse Plamondon-Pagé qui avait été, entre autres, présentée en Gramme en 2017, je pense, dans laquelle elle présente une série
de photos de sa grand-mère sur papier, mais sur tissu translucide, en fait, et on voit toute une évolution du visage de sa grand-mère au fil des années. Donc, on commence avec l'image d'une écolière pour finir avec une dame assez âgée, et tous ces tissus-là, en fait, lorsque vus dans un angle, vont donner une espèce de brouhaha, et lorsque vus séparément, on voit vraiment tous ces visages-là. Et le tout est accompagné d'une vidéo où on voit seulement les mains de l'artiste et d'une dame, en fait, et la conversation. C'est très voyeur, si on y pense, puisque ça se passe dans un hôpital, on voit un peu les derniers moments de quelqu'un, mais en même temps, on dirait qu'on est capable de se reconnaître dans cette exposition-là, ne serait-ce que le passage du temps sur nos proches. On peut identifier dans le visage de sa grand-mère celui de nos propres grands-parents, celui d'un parent, celui d'un ami, le passage du temps, non? Puis dans le vidéo aussi, où on voit sa grand-mère à l'hôpital, ou plutôt ses mains à l'hôpital, on peut se reconnaître dans les moments où on est en train de perdre quelqu'un, le deuil qui peut un peu anticiper le deuil finalement. Donc, cette universalité-là, pour moi, est toujours présente. Au contraire, je voulais aussi parler d'une autre artiste qui a fait une œuvre qui s'appelle le coffret souvenir, si je me souviens bien. Oui, le coffret souvenir de Noémie Desroches, qui a été présenté lors des Histoires nécessaires au Nouveau-Brunswick à la galerie Louise et Ruben Cohen en 2019. Elle avait trouvé des photos, en fait, dans une boîte. Ce n'est pas des photos de sa famille, d'après ce que j'ai compris. Michel, corrige-moi si je me trompe. Elle a décidé de... En fait, ce qui avait guidé la sélection des photographies en tant que telle, c'est qu'elle avait regardé dans des vieilles photos de famille et qu'elle avait choisi d'en sélectionner seulement les photographies avec des personnes qu'elle ne reconnaissait pas. Oui, c'est Donc, vrai. c'était des photographies inconnues, mais qui se trouvaient dans une collection familiale. Puis, elle a donné beaucoup d'attention à ces photos-là, à tel point qu'elle a décidé de les repeindre. Puis, c'est des tout petits formats, en fait, photographiques, mais qui sont peints à l'huile, si ma mémoire est bonne, et donne énormément d'attention à ces photos-là, ce qui fait que l'aspect voyeur est très présent pour moi parce que on regarde des gens qu'on ne connaît pas, dans des contextes qu'on ne connaît pas, et ça va... En fait, l'intérêt principal de ces photos-là, c'est la notion de pose, la notion du médium photographique en tant que tel, l'usage qu'on en fait selon les époques. Donc, elle va jouer sur la notion de famille, d'album de famille, en fait, mais elle va complètement changer son sens. Donc, c'était deux exemples qui, pour moi, étaient très distincts, mais donnaient un peu deux parties. Là, j'ai un peu oublié le début de sa question, mais c'était par rapport, c'était par rapport à la photo de famille, donc, et le processus, puis c'était les deux exemples que je voulais donner. Mais c'est des super bons points de vue que vous apportez là-dessus. Moi, c'est drôle, ça me fait penser à un de mes objets d'étude en ce moment, une des œuvres que j'analyse, qui est une photographie qui est complètement un montage, en fait, une photographie qui a été recoupée, recollée. Donc, ça représente vraiment pas un moment qui est réel, mais qui mettait en scène une jeune fille et sa famille, la jeune fille est en train de mourir de tuberculose. Donc, c'est vraiment comme les derniers instants d'une jeune femme. Puis, ça a créé tonnerres et éclairs à l'époque parce que, justement, les spectateurs étaient comme outrés d'avoir accès à cette parcelle d'intimité-là, à ces derniers instants-là, alors qu'au final, c'était une œuvre qui était complètement fictive, donc c'était pas une œuvre qui était réelle. Mais c'est quand même drôle de constater que ça a vraiment choqué les spectateurs de l'époque d'avoir accès à cette trop grande intimité-là qui était dans les derniers instants d'une personne. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant dans cette optique-là, mais c'est vrai que, à mon avis, il y a quelque chose de très, très touchant, en fait, de se faire donner accès à cette espèce de parcelle d'intimité-là dans laquelle les artistes nous invitent, puis au contraire, comme vous disiez, il y a vraiment une relation de reconnaissance, on peut se retrouver là-dedans, retrouver notre propre expérience ou simplement trouver ça très touchant, justement, d'avoir accès à ça là, à travers le travail de l'artiste. Donc, je pense que oui, il y a quelque chose qui peut, dépendamment de l'approche, justement, que l'artiste peut prendre de ces données autobiographiques-là, mais je pense qu'il peut avoir autant une relation un peu
une mise à distance, autant ça peut vraiment créer quelque chose de fort là, chez les spectateurs. Donc, il y a vraiment un peu deux optiques là, qui peuvent être constatées là-dedans. Donc, on en parlait déjà un peu. Sylvia, tu es arrivée déjà un peu sur le sujet de ma dernière réflexion que j'aimerais ouvrir, mais mais je me demandais si cette réflexion-là que Barthes propose dans son texte de l'image, autant comme un cheminement, un deuil, un monument, un objet de mémoire. Donc, il y a vraiment toutes sortes de facettes à cette explication-là de la photographie qui est très riche chez Barthes. Mais est-ce que ça fait résonner pour vous des pratiques photographiques ou qui intègrent la photographie en heure actuelle? Donc, est-ce que vous avez des coups de cœur à nous partager sous cette optique? Je l'ai déjà fait, alors je vais laisser Michel faire sa visite à elle. Vas-y. Eh bien, moi, je m'excuse à nos auditeurs et auditrices d'À l'Est de vos empires parce que j'en parle tout le temps, là, mais l'artiste photographe qui est l'objet de mes études, de mon mémoire en histoire de l'art, c'est Ryan McKinley, qui lui c'est un artiste photographe de New York qui est un peu héritier, en fait, de cette lignée-là d'artistes photographes qui ont choisi le vecteur plus autobiographique dans leur pratique. Il y a un terme en anglais que j'aime beaucoup, là, c'est des diaristic photographers, donc vraiment comme des photographes qui prennent leur pratique un peu comme si c'était un journal intime. Puis, je dis que Ryan McKinley est héritier de cette approche-là, dans le sens où ses premières années de pratique ont vraiment été habitées par ça, dans le sens où les sujets de ses photographies, c'était ses amis les plus proches, c'était sa vie à lui, mais ce que sa photographie traduit, quand on prend le temps de vraiment s'y intéresser d'un point de vue critique, c'est que on n'a pas accès à un journal intime. Au contraire, c'est un artiste avec une pratique réfléchie. C'est très conscient dans la manière de prendre ses photographies et même que les sujets photographiques, bien qu'on peut penser qu'il y a une sorte d'authenticité qui se dégage de ces photos-là, il y a en fait une part très performative qui habite quand même le travail. Il y a comme une sorte de contrat social entre l'artiste et ses amis qui acceptent en fait de prêter leur vie très intime à la photographie artistique, en sachant très bien que ce sont des images qui sont destinées par la suite à être circulées dans un réseau artistique. Donc, ouais, je pense que c'est des questions qui sont hyper intéressantes à étudier d'un point de vue d'historien de l'art en tant que tel. Mais ce que je trouve aussi intéressant dans la pratique de Ryan McKinley, qui est évidemment un artiste de son temps, qui a commencé à pratiquer en 1998 en fait, jusqu'à aujourd'hui. Puis lorsqu'on s'intéresse à ce parcours qui se déploie sur une vingtaine d'années en pleine révolution absolue de l'histoire de la photographie, bien, on voit comment ça va transformer son apport à lui aussi. Parce que c'est un artiste qui s'intéresse à la culture populaire, à l'histoire de l'art, à l'histoire de la photographie et qui va faire des choix très conscients des codes qu'il choisit d'employer, que ce soit l'esthétique très nostalgique du fini. On parlait notamment tout à l'heure, avec Sylvia, de pourquoi est-ce qu'on utilise des appareils jetables maintenant pour prendre des photos. Ben, c'est parce qu'on aime le look bien vintage et nostalgique que ça nous donne. Et bien, il y a quelque chose qui va se jouer là-dedans aussi. Donc, ouais. Je ne sais plus où je m'en vais. Je pourrais en parler pendant des heures de photographie. Très fertile. Toi, Frédéric, est-ce que, outre Marissa Portolese, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui tu penses, un autre artiste, d'autres pratiques? Oui, ben moi, justement, en préparant notre table ronde aujourd'hui, je me rendais compte que l'artiste qui ressortait, c'était Célia Perrin-Sidarou. Je ne sais pas si vous connaissez son travail. C'est pas tout à fait une démarche autobiographique comme on a
on a travaillé, mais c'est une photographe qui travaille vraiment, qui a vraiment une réflexion sur l'objet, sur l'archive, sur l'histoire, puis qui remet en scène, en fait, des images, qui remet en scène des objets à travers des espèces une reconfiguration de l'idée de nature morte. En fait, je trouve son travail super sensible, puis qui n'est pas autobiographique en soi, comme je disais, mais qui est très, très intime parce qu'il y a vraiment un rapport à la mémoire, puis aussi un choix dans les objets, un choix dans les images, un choix dans la façon dont elle les dispose. Donc, il y a vraiment une sensibilité de l'artiste à ce qui l'entoure, à ce qu'elle choisit de récupérer, sur ce à quoi elle choisit de s'attarder. Puis, donc même des fois, il y a son propre corps qui apparaît là-dedans. Donc, il y a vraiment une espèce de récit personnel, j'ai l'impression, qui se dégage de ces images-là, même si c'est pas en tant que tel autobiographique, mais une façon de recontextualiser des images, recontextualiser des objets pour leur donner une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Donc, c'est une artiste que j'aime beaucoup puis qui, pour moi, résonnait là, avec ces questions-là sur l'image, sur la pratique photographique aussi. Là. Donc, moi, c'était mon petit coup de cœur à partager aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si... moi, ça fait un peu le tour des questions que je voulais aborder avec vous. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques, d'autres coups de cœur de votre lecture, des citations qui vous ont marqué ou autres. Oui, bien, il y a une citation particulièrement là, qui m'a beaucoup touchée. Peut-être que je devrais l'expliquer par la suite, là, mais c'est une simple phrase, en fait. Barthes, il dit « Mais mon chagrin voulait une image juste, une image qui fût à la fois justice et justesse. Juste une image, mais une image juste. Telle était pour moi la photo du jardin d'hiver. » Donc, c'est un peu cette notion de trouver une image qui ne montre pas nécessairement les traits d'une personne physique, mais plutôt les traits émotifs, les traits personnels de quelqu'un. Puis je trouvais ça magnifique parce que, en fait, le texte, c'est une quête pour trouver cette seule image qui représenterait l'essence de sa mère. Et je pense que c'est une recherche qu'on fait encore aujourd'hui. On cherche la bonne image qui va représenter exactement un moment. Et pourquoi on est insatisfait de bien des images? Eh bien, c'est parce que, justement, on ne reconnaît pas les personnes ou on ne se reconnaît pas dedans. Il y a un peu une impossibilité de la photo de vraiment rendre, j'ai l'impression, parce que la photo est fixe, puis que nous, on est mobile, on est vivant, on parle, il y a vraiment quelque chose là-dedans qui j'ai l'impression aussi pour Barthes, est un peu... c'est un peu un mur, là, jamais la photographie va réussir à rendre, même s'il retrouve sa mère dans tout son texte, c'est vraiment quelque chose dans l'impossibilité de rendre le vivant. C'est pas possible de capter parfaitement la personne dans ses traits, dans ses expressions, dans sa façon d'être. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant aussi là-dedans de quête, une espèce de quête d'être capable de faire cette captation-là, même si, au final, pour Barthes, ça apparaît un peu impossible. Mm-hmm. Toi, Michel, est-ce que tu avais un moment clé? Bien, moi, c'est toujours la question du punctum là, qui m'anime, pour faire un petit jeu de mots. Donc, en fait, que Barthes dit, il se demande vraiment d'où ressort l'essence de la photographie, qu'est-ce qui fait qu'une photographie m'advient alors que les milliers d'autres que je vais voir dans une semaine vont pas venir me chercher autant. Eh bien, c'est le punctum. Oui, c'est quelque chose qui est insaisissable, mais qui n'est pas forcément impossible. Puis je pense qu'il y en a des... Je pense que on parlait tout à l'heure de la photographie qui aurait perdu sa préciosité. Mais je pense qu'au contraire, non. Il y a, malgré la multiplicité et l'ubiquité de l'image photographique aujourd'hui, je pense qu'il va toujours en avoir qui, pour une raison ou une autre, il va avoir un petit je ne sais quoi dans l'image qui va, oui, peut-être
venir chercher de manière assez fragmentaire ou incomplète l'essence d'une personne, par exemple, mais qui va au moins s'en rapprocher. Puis c'est ça qui va venir nous chercher, nous poigner. J'ai l'impression aussi, on a beaucoup parlé de la photographie avec le téléphone, l'égo-portrait, hein, du selfie, de la culture de l'image qui change un peu par rapport au numérique. Puis on a dit à plusieurs reprises, Bart ne pouvait pas prévoir ça dans sa conception de la photo, mais moi, une citation que j'ai ressortie, j'ai l'impression qu'au contraire, il prévoyait vraiment très bien qu'est-ce qui s'en venait dans le futur. Donc, il nous dit « Chaque photo est lue comme l'apparence privée de son référent. L'âge de la photographie correspond précisément à l'irruption du privé dans le public, ou plutôt à la création d'une nouvelle valeur sociale qui est la publicité du privé. Le privé est consommé comme tel, publiquement. » Donc, il y a vraiment quelque chose de... il ne l'avait pas prévu, mais on sent que pour lui, se faire prendre en image, puis la circulation des images qui était pas du tout comparable à celle qui est maintenant, mais c'est vraiment quelque chose de fort, tu sais, au niveau social. Il y a vraiment une espèce de changement de cap super impressionnant. Puis je trouve que cette citation-là, que j'ai retrouvée un peu par hasard en fouillant mes notes de lecture, je me disais, mon Dieu, finalement, il avait tout compris. Oui, absolument. La dissolution totale de la vie privée. Je pense que les prochaines générations, c'est étrange de penser que leurs photos de bébé sont publiques. Puis ils pourront se dire en vieillissant que ces vieilles images qu'on trouve extrêmement gênantes de nous quand on était des petits bébés à poil, eh bien, eux, ça va déjà... Les parents qui créent des profils Facebook à leurs enfants dès qu'ils naissent pour les mettre... pour avoir le fil de leur vie sur Internet, c'est tout un autre débat aussi, je pense. J'ai l'impression, en fait, qu'on vient de faire toute une histoire de la photographie à notre manière, surtout peut-être dans sa réception et dans la relation que l'individu a avec le médium, finalement. Donc, merci Frédéric de t'être joint à nous aujourd'hui pour cette magnifique table ronde. Merci de nous faire lire du Barthes aussi. On a eu des lectures très, très différentes depuis le début de ces tables rondes-là. Et il y en a des plus difficiles que d'autres. Celle-ci était douce. Donc, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Vraiment, ça a été un plaisir de parler photographie avec vous aujourd'hui, de sortir du confinement pour parler à d'autres êtres humains. C'était tout pour aujourd'hui, les esthètes. On a eu une superbe conversation très animée avec Frédéric. Je pense que ça nous a tout donné envie d'aller voir nos vieilles photos. Mais sinon, on a très hâte à la semaine prochaine. On vous réserve une autre table ronde avec l'invitée Jade Boivin qui, elle, va nous proposer un texte autour de la question de la temporalité. Donc, encore une fois, je pense que ça va être un dialogue fascinant qui va nous évoquer toutes sortes d'idées, j'en suis certaine. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Bye! Bye. Cette balado-diffusion est réalisée grâce au soutien de la mesure d'aide Première Ovation de la Ville de Québec et du gouvernement du Québec. Mais pour vous dire, oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour de nos vies, à l'est de vos empires. Let's have bizarre celebrations. Let's forget